Madame la présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, mesdames et messieurs, chers participants, alors il me revient l'honneur et le plaisir d'intervenir en cette première journée de colloque de la FMJF. Et donc je suis ravie d'être parmi vous et je remercie la FMJF qui est un partenaire historique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour cette invitation et pour l'organisation de ces journées qui, cette année encore, permettent des échanges d'une grande qualité. J'en étais témoin très récemment. C'était très intéressant les échanges auxquels j'ai pu assister. Alors qu'il s'agisse de la prospective en matière de protection de l'enfance, de l'évolution de l'office du juge, ou en miroir de celui du statut du mineur discernant dont on vient de parler, eh bien cette journée, je l'ai vue, aura été riche de partage et de connaissances et d'expériences, et elle démontre à quel point l'organisation d'un colloque comme celui-là, annuel, est essentielle. Alors ma présence auprès de vous aujourd'hui, elle relève de l'évidence. Elle reflète en effet les trois grandes missions stratégiques de la PJJ, que sont sa place centrale en matière de protection de l'enfance, ses missions en matière de justice pénale des mineurs et de manière générale son rôle d'interlocuteur privilégié au sein du ministère de la Justice, des juridictions des mineurs. Avant de presque clôturer cette première étape civile de vos réflexions et d'entamer dès demain le volet pénal, permettez-moi de revenir sur les trois grands axes que j'ai énoncés. S'agissant tout d'abord des relations avec les juridictions pour mineurs, la DPJJ, comme vous le savez, est la direction ressources des juridictions pour enfants, siège et parquet, tribunaux pour enfants et cours d'appel, tant en matière pénale qu'en matière civile. Elle dispose pour cela de plusieurs canaux que je vais rappeler rapidement parce que pour la majorité d'entre vous, vous les connaissez bien. Alors d'abord, d'une part, la DPJJ s'assure de connaître les activités des juridictions pour mineurs puisqu'elle rédige une synthèse des rapports d'activité des juridictions pour mineurs. Alors je sais que c'est une tâche qui est lourde chaque année de rédiger ces rapports, mais c'est véritablement une mine d'informations pour nous qui nous permettent de savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et la synthèse qui est rédigée, eh bien, elle est diffusée à tous et je pense qu'elle apporte aussi, elle est très riche pour tout le monde. Et donc ces rapports qui sont centrés auprès de thèmes qui sont choisis chaque année par la DPJJ et la DSJ, puisqu'on interagit avec la DSJ, eh bien ces rapports nourrissent les réflexions du ministère sur l'évolution de la justice pénale et de la justice civile des mineurs. J'insiste beaucoup sur aussi la justice civile des mineurs. Et puis, la DPJJ, elle anime et elle informe le réseau des magistrats de la jeunesse. Elle anime des groupes de travail avec les acteurs de terrain, que sont les juges des enfants, les magistrats du parquet, qui sont chargés évidemment des mineurs. Et ces groupes de travail se réunissent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques et pour réfléchir sur les grands enjeux de la justice des mineurs. Vous le savez également, la DPJJ rédige et envoie trimestriellement le flash info des magistrats de la jeunesse afin de vous informer sur les actualités en matière de justice des mineurs. Et puis, et vous y assistez, en partenariat avec l'ensemble des directions du ministère de la Justice et des écoles de formation, eh bien, la PJJ organise un événement national à l'attention de l'ensemble des acteurs judiciaires. Cet événement, c'est la rencontre de la justice des mineurs, rencontre avec un S, qui permettent aux professionnels d'échanger sur des thèmes d'actualité qui portent sur la justice pénale des mineurs, mais aussi sur des thématiques relatives à la protection de l'enfance. Et je fais un petit peu de publicité, j'espère que vous serez tous présents à ces rencontres cette année encore. Alors tout ça, évidemment, est complété par des communications régulières à l'attention des juridictions par le biais de notes, de dépêches, de circulaires.
Alors, comme vous pouvez le constater, les liens étroits que la PJJ entretient avec les juridictions pour mineurs, c'est un enjeu important pour le ministère de la Justice, à tel point que le renforcement du dialogue entre la PJJ et l'institution judiciaire en assistance éducative comme au pénal, c'est l'un des objectifs de notre plan stratégique national de la PJJ, plan stratégique national, PSN comme on dit chez nous, 2023-2027. Et donc, à l'issue de cette journée consacrée à l'assistance éducative, je souhaiterais également, et c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est vraiment dire toute l'importance qu'accorde la DPJJ au thème de l'enfance en danger. Notre direction participe pleinement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance, puisqu'elle est en charge depuis 2017, vous le savez bien, et les textes le disent, animer et contrôler l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance. Donc, outre sa compétence normative, la DPJJ participe activement aux différentes instances nationales en matière de protection de l'enfance, que sont le GIP Enfance en danger, le Haut Conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge, ou encore le Conseil national de protection de l'enfance. Toutes ces instances qui, acteurs de la protection de l'enfance, c'est-à-dire ministères concernés, secteurs associatifs, conseils départementaux, associations d'usagers, ces instances proposent des orientations nationales ou publient des avis sur l'ensemble des textes qui portent sur la protection de l'enfance. Ça, c'est pour l'aspect, le plan national. Mais en parallèle, les services déconcentrés de la PJJ participent au niveau local et à vos côtés à l'ensemble des instances de concertation en protection de l'enfance, qu'il s'agisse des observatoires départementaux de la protection de l'enfance, les ODPE, qu'il s'agisse des comités départementaux pour la protection de l'enfance, les CDPE, dans les départements qui sont expérimentateurs, ou encore, et bien sûr, les instances quadripartites auxquelles véritablement la PJJ est présente et auxquelles nous demandons vraiment de presser les acteurs judiciaires et les départements pour y participer. Et donc la DPJJ dispose également d'une mission partenariale importante puisqu'elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs qui agissent au service de la protection de l'enfance. Et donc elle œuvre pour soutenir les associations, les structures en matière de protection de l'enfance, dans des champs qui sont aussi variés que ceux que je vais énumérer. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais le champ de l'aide aux mineurs non accompagnés, la lutte contre le harcèlement et les violences numériques, le soutien à la parentalité, l'accès à l'autonomie des jeunes majeurs, la lutte contre la prostitution, la meilleure prise en considération des premiers concernés par les suivis. La liste n'est pas limitative, il y en a bien d'autres encore. Et puis la DPJJ porte aussi la position du ministère de la Justice dans les grands plans nationaux en matière de protection de l'enfance. Ce sont par exemple le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, plan de lutte 2023-2027, la stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle. Et puis, on le sait, les juridictions pour mineurs sont malheureusement en première ligne face à ces fléaux et on espère que les mesures qui sont pilotées par la DPJJ, telles que le renforcement de la prise en charge des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel, ou le développement de structures d'accueil de victimes de traite des êtres humains et de prostitution sur l'ensemble du territoire, on espère que ces mesures, qui sont portées par la PJJ, qui est parfois très seule à cet égard, eh bien, ça va permettre en partie de limiter ces phénomènes. Et puis la meilleure illustration de l'engagement de la DPJJ en matière de protection de l'enfance, c'est la place centrale qu'occupe la DPJJ dans les travaux actuels sur la protection de l'enfance. C'est à ce titre que la DPJJ est associée à de multiples travaux interministériels qui visent notamment à améliorer les données statistiques en protection de l'enfance. Vous le savez très certainement, à l'heure actuelle,
on a des données qui ne sont absolument pas fiables en matière de protection de l'enfance. Le secteur en manque cruellement, ce qui permet évidemment pas d'avoir une vision claire en la matière. Et puis, ma direction est aussi très impliquée dans les 7 groupes de travail qui ont été instaurés par Sarah Al-Haïry entre les départements et l'État, aux côtés de Départements de France et du GIP Enfance Protégée. La DPJJ est très présente dans ces groupes de travail qui, on l'espère, vont permettre à proche délai, on l'espère, de rendre des travaux qui vont permettre d'avancer en la matière. Et cette démarche, elle s'inscrit dans la volonté de la ministre de renouer une relation de confiance, de renforcer la coopération entre l'État et les départements en travaillant sur de grands chantiers, des grands chantiers tels que l'articulation ASE-Justice, l'évaluation et l'accompagnement des MNA, l'accompagnement à domicile ou encore la gouvernance et le financement de la protection de l'enfance. C'est important parce que, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la protection de l'enfance est de plus en plus judiciarisée. 80% des mesures en protection de l'enfance sont ordonnées par l'autorité judiciaire, malgré le principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire. Et évidemment, l'office du juge s'en ressent nécessairement. Et c'est pourquoi il est absolument indispensable que le regard du ministère de la Justice et des juridictions pour mineurs soit pris en compte dans ces travaux. Alors, les chantiers sont vastes et je n'ai pas encore abordé le volet pénal de la justice des mineurs auquel je sais vous consacrer la matinée de demain. S'il s'inscrit dans la continuité de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, s'agissant de son esprit, eh bien, le Code de la justice pénale des mineurs, on le sait, a modifié en profondeur les pratiques professionnelles. Et donc, à ce titre, je souhaite évoquer le rapport sur le bilan du CJPM qui a été remis au Parlement en octobre 2023, exactement 2 ans après l'entrée en vigueur du Code. Il est le fruit, vous le savez, d'un travail conjoint qui est mené par le secrétariat général, par la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction des services judiciaires, évidemment la DPJJ. Et ce rapport, il s'est appuyé sur des indicateurs statistiques, sur des déplacements dans les juridictions et les services, les STEMO, ou sur les rapports d'activité des tribunaux pour enfants et du ministère public, par exemple. Et ce rapport, je l'évoque parce qu'il a son importance. D'ailleurs, ces résultats ont été évoqués récemment par les autorités publiques. Ce rapport a permis de souligner combien la réforme avait été un levier pour créer ou réactiver les instances de concertation en permettant de relancer un dialogue distendu et de repenser collectivement certaines collaborations. Il a également démontré que grâce aux efforts considérables qui ont été réalisés par tous en juridiction, les stocks de procédures régies par l'ordonnance de 1945 ont été globalement écoulés. C'est général. Je sais qu'il y a encore des difficultés dans certains tribunaux, et notamment les cours d'appel, les plus grandes, les plus chargées. Mais globalement, on sait que les stocks de procédures ont plutôt largement été écoulés. Et vraiment, je souhaite vous en remercier sincèrement. Alors, votre implication à tous les niveaux a permis à la réforme du CJPM d'atteindre globalement ses objectifs, à savoir une meilleure compréhension de la procédure par le justiciable, une diminution des délais de jugement. On sait que ces délais de jugement ont diminué de 28% entre 2019 et 2022, ce qui fait que la durée moyenne entre la saisine du juge des enfants et le jugement est passée de 17,7 mois en 2020 sous l'empire de l'ordonnance de 1945 à 9,4 mois au 30 septembre 2023 entre la poursuite et l'audience de sanction. Et puis, le CJPM a atteint ses objectifs en matière de réduction de l'incarcération des mineurs, notamment en matière de détention provisoire, même si malheureusement, à ce jour, et je l'espère de manière purement conjoncturelle, on note que la courbe ascendante reprend.
En complément de ce rapport, un contrôle thématique national sur l'impact du CJPM a été mené par la DPJJ. Il a été réalisé entre novembre 2022 et avril 2023. Et au terme de ce contrôle, plusieurs recommandations ont été faites sur l'articulation entre les juridictions et la PJJ. La plus notable, c'est la généralisation du système de double convocation en justice et devant le service de la PJJ. Ce n'est pas le cas partout. Et puis, il s'agit de s'assurer de la convocation rapide du mineur pour la réalisation des RRSE. Première recommandation importante. D'autres aussi, qui portent sur la pertinence de la représentation des services de la PJJ à l'audience d'examen de culpabilité, pour observer le positionnement du jeune et pour se rendre compte des écarts qui existent entre les éléments du RRSE et la réalité des faits qui sont énoncés à l'audience. Je laisse ces sujets à votre réflexion en espérant que les travaux de demain vous permettent de les évoquer plus en détail. Je souhaite aussi souligner l'impulsion qui a été donnée par le CJPM, qui renforce considérablement la prise en compte de la victime dans la procédure pénale, avec sa présence possible dès l'audience d'examen de la culpabilité et dans l'intervention éducative. Il met aussi l'accent sur les mesures de justice réparatrice auxquelles tant les auteurs que les victimes ont le droit de recourir, à savoir la réparation, la médiation et la justice restaurative. Et donc cette nouvelle approche, elle implique pour les professionnels de la PJJ d'engager immédiatement avec les jeunes un travail de prise de conscience des conséquences de leurs actes pour les victimes. Je rappelle que l'inscription du droit à la justice restaurative dans le Code de procédure pénale en 2014, elle a été prolongée par sa reconnaissance comme principe général de la justice pénale des mineurs dans le CJPM, et la DPJJ s'implique pleinement dans son déploiement. Elle le fait par sa participation aux différents comités nationaux et locaux spécialisés dans le sujet, par l'élaboration d'outils méthodologiques et pédagogiques à l'attention des professionnels et des jeunes. Et nous veillons aussi à ce que la formation initiale et continue des professionnels qui interviennent auprès des jeunes inclut des modules basés sur la justice restaurative. Pour cela, nous travaillons en collaboration avec différentes associations, comme l'association de recherche en criminologie appliquée qui interviendra demain matin et qui pourra vous présenter son approche plus en détail, puisque j'en ai l'occasion, je le dis, et je le dis avec beaucoup de conviction, on a les outils, on a les professionnels qui sont formés, les acteurs judiciaires ont un grand rôle à jouer pour que la justice restaurative puisse connaître un envol. On reste actuellement sur des sujets de niche, sur des périmètres de niche en la matière. Je souhaiterais clôturer mon propos sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui du lien étroit entre la justice pénale et la justice civile des mineurs. Vous le savez, les enfants en danger ont des parcours multiples et réversibles. Certains relèvent de l'ASE, d'autres de nos services PJJ au pénal, et on sait que beaucoup évoluent entre les deux institutions au gré de leur situation et de leur parcours de vie. Et donc, la protection judiciaire de la jeunesse accompagne tous ces jeunes. Et elle agit pour faire changer le regard qui est porté à leur endroit. Et dans le cadre de ces travaux, elle porte avec constance une définition large de la protection de l'enfance, qui ne se résume pas au volet civil et à la seule assistance éducative, mais qui englobe aussi la prise en charge pénale. Et moi, je suis certaine que vos travaux de demain, je l'espère en tout cas, conforteront cette analyse. Voilà, je termine mon propos en vous remerciant pour votre écoute, pour votre participation, et je suis sûre que vos échanges de demain seront aussi riches que ceux d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Je pense qu'il
Il y en a quelques-unes. Merci beaucoup, Madame la directrice. Laurent, tu voulais poser une question ? Madame la directrice, Laurent Gebler, chambre spéciale des mineurs à la Cour d'appel de Paris. Je crois qu'on ne peut pas vous recevoir sans vous faire part de notre perplexité face aux annonces qui ont été pressenties en tout cas. Vous dire que nous, on compte beaucoup sur votre soutien pour éviter de retomber dans les travers qu'on a connus avec l'ordonnance de 45, dont le texte a été, je dirais, détricoté au fil du temps. On a un code de justice pénale des mineurs. Vous avez fait état des premières, les premiers résultats, les premiers constats qu'on peut faire après sa mise en œuvre. L'encre est à peine sèche. Et c'est vrai que lorsque nous sommes très inquiets, lorsque nous entendons maintenant, voilà, à nouveau, comme ça s'est produit une certaine période, au gré des événements médiatiques, des faits divers, de voir à nouveau, d'entendre reparler de serpents de mer tels que les comparutions immédiates pour les mineurs ou les majorités pénales à 16 ans. Voilà, on a un texte qui a une cohérence, on a un texte qui permet à la fois de donner le temps nécessaire à l'éducatif, mais qui permet aussi de répondre de façon ferme à des actes graves qui peuvent être commis par des mineurs. Voilà, il y a peut-être aussi une pédagogie. Alors on entend que nos gouvernants ont besoin d'avoir des éléments de réponse, mais je pense qu'il est important aussi que de l'intérieur, n'en doutons pas, il y ait aussi des explications, une pédagogie qui soit faite, adressée à l'égard de ceux qui seront amenés à prendre qui pourraient être amenés à prendre de telles décisions. Alors vous comprendrez que je suis tenue par une obligation de réserve. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons en sorte d'apporter toute notre expertise, toute notre connaissance de ce qui a présidé aux travaux du CJPM pour porter auprès de l'autorité politique nos analyses, notre regard sur la cohérence de ce qui a été fait, de ce qui pourrait ou pas être fait, et que, bien évidemment, nous devons examiner les options que nous demande d'examiner l'autorité politique, mais que nous faisons en sorte que, et sur le plan juridique et sur le plan de la cohérence des textes, eh bien, on reste sur, sur un texte qui a été pensé, élaboré, avec effectivement la volonté de ne pas reproduire les errements qu'on avait pu connaître en empilant des dispositifs dans le cadre de l'ordonnance de 45. Nous faisons tout ce que nous pouvons à la PJJ pour porter une voix à cet égard. Voilà. Je reprends aussi le micro pour venir titiller sur un deuxième point, l'assistance du greffe aux audiences d'assistance éducative. On a écrit un courrier sur lequel on n'a pas eu pour l'instant la moindre réponse du côté du ministère, ne serait-ce que de proposer de travailler sur le sujet. Voilà. Donc, Madame la directrice, est-ce que de ce côté-là aussi, vous pouvez peut-être... est-ce qu'on peut avoir votre soutien pour porter cette question et pour qu'elle soit, qu'on soit quand même au travail avec le ministère sur cette difficulté? Alors je sais effectivement, vous nous avez adressé un courrier à cet égard. Sur le principe, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. Le principe est là. Vous savez que dans l'allocation des moyens, la PJJ, malheureusement, n'est pas en mesure on n'attend pas de la PJJ de nous donner les moyens, mais peut-être de soutenir aussi la nécessité de se mettre au travail, enfin, notamment auprès de la DSJ, qu'on puisse se mettre au travail sur cette question. On en a quand même besoin parce que c'est dans la question. On sait bien que ce qui bloque, c'est quand même aussi des questions de moyens, de réorganisation, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même que
pour pouvoir être en discussion avec le ministère sur ces questions-là et faire valoir aussi peut-être les besoins. Donc voilà, on sait bien que c'est pas vous qui allez gérer directement ça, mais... Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire, des groupes de travail s'articulent en lien avec les acteurs judiciaires à la PJJ. Les thématiques sont ouvertes. C'est une thématique que vous avez déjà pu faire remonter. Moi, je ne verrai aucune objection à ce qu'on puisse porter cette parole-là directement auprès du garde des Sceaux et faire valoir vos préoccupations en la matière. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Merci. Merci. Madame la directrice, tout à l'heure, Sarah El Haïry est venue nous parler et on a évoqué notamment la question du soutien de l'État aux départements dans les politiques de protection de l'enfance, ainsi que la question des disparités territoriales. Et on souhaitait également savoir comment la PJJ se plaçait justement dans l'action de l'État au titre de la protection de l'enfance, au soutien quelle traduction concrète peut avoir l'action de la PJJ dans le cadre des politiques de protection de l'enfance, au soutien des départements qui sont parfois en difficulté et pour tenter de compenser plus ou moins les disparités dans les ressources départementales. D'abord, une première chose, moi je pense qu'il faut au moins que dans tous les départements, les instances quadripartites fonctionnent. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous avez parlé de disparités territoriales. Il y a des départements où il y a des départements où il n'y a pas de lien, de communication entre les autorités judiciaires et les acteurs du conseil départemental. Et ce que je souhaite et ce que je demande à mes directions interrégionales et à mes directions territoriales, c'est de faire en sorte qu'au moins ces instances se tiennent, parce que ce sont des instances opérationnelles. Donc déjà, je trouve qu'une première chose opérationnelle, c'est l'articulation des acteurs et le fait que les acteurs se parlent. Première chose. Ensuite, on a les expérimentations des CDPE, qui là aussi permettent à un niveau, à un autre niveau, en associant les préfets, en associant les ARS, d'avoir aussi un dialogue qui puisse permettre d'avancer sur des dispositifs dont on manque cruellement à l'heure actuelle, que ce soit en matière de médicale, de santé mentale. Et c'est dans le cadre de ces instances que je pense on peut avancer. Alors, il n'y a que 10 départements expérimentateurs, c'est peu. On va avoir un bilan de l'action de ces instances et j'espère que, notamment dans le cadre des groupes de travail qui ont été mis à l'étude, qui fonctionnent à l'heure actuelle, auxquels participe la PJJ, eh bien, j'espère que cette expérimentation va donner des résultats positifs et qu'on va pouvoir généraliser les choses, faire en sorte qu'il n'y ait pas des fonctionnements en silo, départements, acteurs judiciaires, PJJ, mais que tous les acteurs se parlent et qu'on puisse avancer sur des dispositifs qui soient à la fois opérationnels et qui puissent éviter qu'il n'y ait pas d'harmonisation au niveau national dans le cadre de ces instances opérationnelles. Je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. Les groupes de travail, à l'heure actuelle, sont à l'étude précisément pour pousser les feux en la matière et faire en sorte qu'on n'ait pas des zones où rien ne se fait. Voilà. Ah, une question, je vois. Oui, bonjour Madame la directrice, merci pour votre intervention, votre conclusion. J'avais une petite question. J'ai bien souligné, j'ai bien entendu, je vous en remercie et je compte sur, nous comptons tous, moi je suis avocat, on compte tous, avocats, institutions, sur l'accompagnement, en tout cas les moyens que vous allez pouvoir mettre en œuvre, ainsi que les actions, et notamment pour les mineurs non accompagnés. Ma question était la suivante. Est-ce que vous pouvez également soutenir la poursuite des jeunes majeurs dans le cadre de la PJJ? Je fais un lien avec le décret de février 75 qui est toujours d'actualité, mais je sais qu'il sera question peut-être d'une réponse de moyens, mais peut-être que dans le cadre de vos actions, vous pourrez solliciter justement des moyens pour mettre en place des actions et afin de respecter le décret de 75. À propos des jeunes majeurs. Oui.
À propos des jeunes majeurs, tout à fait. Alors, la protection jeunes majeurs. Bon, vous savez que le décret, enfin le Code de la justice pénale des mineurs permet maintenant que la PJJ puisse suivre les mineurs jusqu'à leurs 21 ans. Et je peux vous dire que de plus en plus, sur le terrain, les services prennent en charge des jeunes jusqu'à 21 ans. C'était jusqu'il y a peu quelque chose de marginal. Ça devient de plus en plus important sur le terrain. Donc je peux vous assurer qu'à cet égard, la PJJ est présente et assume cette politique-là. Ça suppose, à partir de 18 ans, qu'un dialogue s'enclenche avec les départements, et c'est là que les choses se compliquent. Mais la prise en charge, nous l'assumons à la PJJ. Madame la directrice, merci beaucoup pour votre intervention et votre présence. Merci à vous. Et donc, pour la clôture, je vais passer la parole à Jean-Michel Perminja, qui va nous faire une synthèse de la journée. C'est sûr que c'est impossible de faire une synthèse de tous les travaux qui ont été très, très riches, donc je serai très rapide. C'était une journée qui était un peu marquée, qui a commencé par un rappel historique de la fonction de juge des enfants, et puis on a continué cet après-midi avec une réflexion sur l'office du juge, ce qu'il était devenu. Et moi, ce que je voulais surtout en tirer, c'est de dire ce juge des enfants qui a été créé en 1945, puis dont les pouvoirs ont été étendus en 1958, c'était une belle chose. Ça a permis de belles choses. Ça a permis d'avoir une justice innovante, bienveillante, avec un souci humaniste, avec un optimisme par rapport à la jeunesse de France à l'époque. Et elle a fait de belles choses, et elle a inspiré beaucoup d'autres États. Et elle a été un modèle de justice qui était tout à fait intéressant. Donc on peut être fier de cette justice de 1945-58, de ce juge des enfants cesbronien, comme on l'appelle maintenant. Enfin, Cesbron, c'était d'ailleurs avant 58, dans son livre. En même temps, ça a été possible à une certaine époque, et à un moment où le juge concentrait en lui-même la garantie des droits. Enfin, en tout cas, il s'estimait capable de veiller aux droits des enfants. Et à l'époque, d'ailleurs, les juges rencontraient beaucoup les enfants, mais ils les rencontraient seuls. Il n'y avait pas d'avocat en général, éventuellement il y avait des éducateurs, mais ce n'était pas certain que les parents soient convoqués non plus. C'était des enfants adolescents qui étaient rencontrés à l'époque. Mais tout ce qui s'est passé depuis, c'est aussi quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est bien rendu compte aussi que ce juge tout-puissant, avec d'énormes pouvoirs, pouvait être dangereux. On a vu des choses qui ne se passaient pas bien, des droits qui n'ont pas été respectés. Et toute l'évolution historique postérieure qui a été d'encadrer, je dirais, la pratique du juge des enfants avec les lois de 86, dont on a parlé sur la limitation de la durée des mesures, puis les lois sur la convocation des parents à l'audience, puis les décrets de 2002 sur la procédure d'assistance éducative, l'accès aux dossiers, etc. Tout ça, ce sont des choses positives qui sont venues encadrer le pouvoir et l'impérium, je dirais, du juge des enfants cesbronien. Et c'est une bonne chose aussi, parce qu'on a de plus en plus veillé à garantir les droits des parents, les droits des mineurs. La Convention des droits de l'enfant a aussi insisté sur cette dimension-là. J'ai bien aimé finalement ce que nous a dit Catherine Sultan cet après-midi en parlant d'une tension positive. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement de toute cette évolution historique où on a encadré les pouvoirs du juge. Ça a permis aussi finalement à un juge de faire encore mieux son office. Et je trouve que l'évolution historique qu'on a, on a aujourd'hui un juge des enfants qui fait peut-être mieux son office qu'en 1945-58, parce qu'on a développé des règles aussi qui garantissent davantage les droits des parents et des familles.
En même temps, on voit que c'est pas terminé, c'est-à-dire que cette tension est toujours actuelle. Elle est actuelle parce que on se pose de nouvelles questions. Tous les débats qu'on a eu tout à l'heure sur la place de l'enfant et la parole de l'enfant, le rôle de l'avocat, l'administrateur ad hoc, etc. C'est une question qui n'est pas tranchée. Et on voit bien que ce sont de nouvelles, comment dire, de nouvelles réflexions qu'il faut avoir et sur lesquelles la motivation, je dirais, du juge des enfants est très importante. Quand on a évoqué tout à l'heure la question de l'audition des enfants, on peut avoir une vision très procédurale du respect des droits des enfants et effectivement organiser des débats contradictoires dans le bureau du juge. On peut aussi avoir des juges qui utilisent des textes qui lui permettent de le faire, comme on l'a vu tout à l'heure, en n'entendant pas en même temps que ses parents, si c'est nécessaire, à l'intérêt de l'enfant. Donc il y a toujours quand même cette idée que le juge garant des droits de l'enfant ou ayant le souci des droits de l'enfant, ça doit toujours être le guide quand même de l'action du juge des enfants dans ses pratiques professionnelles, même avec un cadre judiciaire et un cadre procédural plus strict qu'il ne l'a été dans le passé. Voilà, c'est ça surtout que je voulais dire. Je pense qu'on est dans une belle évolution. Alors, il y a d'autres enjeux, hein. On a évoqué aussi la place, par exemple, des enfants confiés dans la réflexion sur la protection de l'enfance. Ça, c'est des évolutions nouvelles. Donc, on est toujours dans cette tension où il y a des choses nouvelles qui arrivent, des droits nouveaux qu'on veut faire valoir, la prise en compte de la capacité des familles à se prendre en compte, à pouvoir présenter à faire valoir leur capacité, oui, de jouer un rôle dans la vie des enfants, la place des enfants et leur demande d'être écoutés. Tout ça, c'est des choses qui font encore évoluer notre modèle. Et je pense que c'est une tension positive et bienveillante. Voilà. On verra demain pour l'enfance délinquante. Mais c'est déjà pas mal qu'on ait toujours la double compétence civile et pénale en matière, qui était aussi une des origines et une des richesses de l'ordonnance de 45 et de celle de 58. Merci en tout cas pour votre participation.